Alors que les deux miliciens m'emmenaient tout droit vers la chapelle noire, prêts à m'abattre des pires supplices, nous vîmes tous les trois sur le sol et devant une porte ce qui semblait être une touffe de cheveux en train de se consumer. La porte était verrouillée, bien plus sévèrement que les autres. Cela me laissait croire que derrière cette cellule se trouvait le prisonnier le plus redoutable de la chambre noire. Je constatais la blancheur de ses cheveux et supposais qu'il s'agissait d'un vieil homme. La grise fumée qui s'en libérait laissait le couloir s'imprégner d'une odeur nauséabonde, si épouvantable que même les deux miliciens n'osaient le traverser. J'ai senti à ma grande surprise qu'il craignait cet homme plus que tout. Bien qu'il aurait formellement interdit de s'adresser la parole, l'un d'eux s'exprime. « Le Marcandus, dit-il d'une voix tremblante à son collègue. Hélas, il n'y a pas d'autre chemin, dit l'autre d'un air méfiant. Eh bien, dans ce cas, il n'y a pas de chemin du tout, lui répond le premier. Serais-tu en train de désobéir à notre paternel sauveur? Je suppose qu'il parle de Clavius. Je préfère être tué par le paternel que par lui, dit-il en montrant du doigt la porte du mystérieux condamné. Je tourne la tête une énième fois, curieux d'entendre ce que le second milicien répondra. Ce dernier, qui jette un œil rapide sur moi, se laisse soupirer un court instant le temps de réfléchir. Tu as raison. Après tout, c'est l'élu. Et puis, la fille du Seigneur l'aime bien. Tiraillés entre l'idée de croiser le chemin de ce Marcandus ou de désobéir à Clavius, leur paternel sauveur comme ils disent, les deux miliciens prolongent leur temps de réflexion, comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Penchant tantôt sur ma libération afin d'éviter le Marcandus, tantôt sur ma condamnation pour éviter les représailles de Clavius, avant qu'ils ne changent définitivement d'avis, je profite de leur moment d'inattention et saisis en douce l'occasion de m'enfuir. Prenant le premier escalier que je croise, cela me mène à de longs couloirs sombres et tous semblables. À gauche, à droite, en bas, en haut, tout droit. Croyez-moi, cette prison est un véritable labyrinthe. Ici, il faut oublier toute notion du temps. Il est impossible de se repérer. Mais je peux être certain que chaque étage que je monte me rapprochera de la civilisation. D'ailleurs, la vue y est de moins en moins sombre. Or, je vous avoue que dans cet étage précis, il m'aurait été préférable de rester aveugle. Croyez-moi. Mon Dieu, quelle est cette pièce abominable! Si vous croyez qu'après tout ce temps passé en Anarchonie, j'avais fait le tour de toutes les horreurs qui s'y trouvaient, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Sur le son de mes pas qui résonnent à travers les murs de cette grande pièce macabre, mon chemin s'illustre d'une infernale forêt de cadavres pendus qui me vaut de retenir ma respiration au plus vite, au risque de vomir tant l'odeur de chair en décomposition est insoutenable. Ah Seigneur, je vous en prie! Comment est-il possible de se livrer à de tels actes de barbarie? Je n'ose même pas les regarder dans les yeux, tant l'aura de la souffrance s'y fait encore trop ressentir. Mais je n'ose pas non plus regarder leurs pieds tout bleus et pâles qui pendent dans le vide. Quelle horreur! Je me dois d'avoir une pensée pour tous ces individus. Pour votre information, il s'agit des fameux déportés du Marcandus, celles et ceux qui vivaient jadis dans le quartier sud et qui portaient le feu de la Révolution. Le dernier quartier tombé aux mains de la secte, car oui, refusant de prêter allégeance à Clavius, ces braves furent tous massacrés par la milice, jusqu'au dernier, et depuis ce jour, croupissent dans ce lugubre musée. Alors que je saisis un large tableau de Clavius qui se trouvait à côté, j'aperçois derrière, tel un miracle inattendu, une fine lumière s'échapper d'une serrure dont je n'avais même pas remarqué la présence. Elle est là, je l'entends, la sens et la vois enfin, la sortie de la chambre noire. Je ne l'imaginais pas du tout ainsi, tel un passage secret. Me voilà montant les marches d'une modeste échelle perdue entre deux murs étroits. Je suppose, vu l'odeur, le bois fragile et les marches manquantes, que ce passage n'a pas été emprunté depuis un bon moment. J'espère ne pas sembler trop négligé d'apparence, car je me trouve à l'instant derrière les portes d'une armoire en bois qui semble dater d'un siècle, et sans surprise, je reconnais le décor. Il me semble que je viens d'atterrir à la Chambre Rouge, autrement dit, la bibliothèque. Alors que n'importe où je me serais fait remarquer en ouvrant ce genre de porte grinçante, le lieu demeure calme et j'observe des gens ignorant ma présence, écrire sur de longs parchemins, d'autres dessinant des portraits mystérieux
et d'autres lisant des manuscrits anciens. Je glisse mon regard d'étagère en étagère à la recherche d'un livre à bouquiner, mais je ne tombe que sur des livres religieux, des récits historiques ou des gravures. Je me laisse attirer l'attention par l'un de ces livres qui semble avoir été à moitié brûlé. Son titre, Les prémices de la table rase. Auteur, Lacaria. Avant même que je n'ouvre la première page du livre, une douce voix féminine intervenant depuis derrière me coupe dans mon geste. Elle a beaucoup souffert, tu sais. Le livre que tu tiens est le dernier qu'elle a écrit avant d'être bannie. Je tourne calmement ma tête, le temps de savourer la douce odeur de son parfum de coquelicot. J'y aperçois une femme aux longs cheveux roux, aux yeux clairs et dont le visage m'est très familier. Éléonore ? Je prononce son nom telle une question rhétorique. Contente de voir que tu ne m'as pas oublié, Me dit-elle avec un rire nerveux. En la revoyant, devant moi et autrement que dans mes souvenirs, je ne sais pas comment, mais en une fraction de seconde, je viens de sentir toute ma rancune se volatiliser. Le temps l'avait rendue encore plus belle et plus attirante. J'ai besoin de gros bras pour ranger tous ces livres. Ajoute-t-elle en me montrant une étagère bien trop désordonnée. Mais la méfiance de la situation me rappelle. « Antoine, bon sang, ressaisis-toi, tu viens de t'évader, tu n'es pas censé jouer les princes charmants », me dis-je dans ma tête. « Éléonore, écoute, je ne peux pas rester ici. Si ton père me voit, je suis mort. » lui dis-je d'un ton stressé. Elle laisse s'échapper un rire taquin, presque moqueur, auquel je ne m'attendais pas. « Allons, allons, Antoine, Dit-elle en posant sa main sur mon épaule. tu n'es pas à l'auberge ici. Tu es à la Chambre Rouge. Tu es en sécurité ici. Et puis, tu es entre de bonnes mains. » Dit-elle en glissant délicatement sa douce main au niveau de ma joue. Je repense un instant à ce que les miliciens disaient. Éléonore semble m'apprécier. Je ne sais pourquoi. Enfin, si, en fait. Je repense toujours à cette nuit que nous avions passée ensemble. Ce n'est que du passé, mais terrible est l'envie de lui refaire confiance. Car, quelque part, elle avait gardé cette petite chose qui m'avait tant fait craquer la première fois que je l'ai vue. Alors que je commence à ranger ces livres à leurs places respectives, je me demande bien qui pourrait passer son temps libre à lire 2000 pages d'éloges à Clavius, mis à part lui-même. Cela me paraît absurde. « Tu as donc connu Lacaria ?» Lui dis-je. « Oui, elle travaillait ici autrefois. C'était une dame très étrange, avec une vision du monde, ma foi, peu ordinaire. Mais je l'aimais bien. » me dit-elle. « Que veux-tu dire par vision peu ordinaire ?» Lui dis-je. Quand soudain un homme débarque avec brutalité dans la chambre rouge, ce qui empêche Éléonore de me répondre. « Alors, cousin, je vois que même mourir, tu n'en es point capable. Fais-moi confiance. Je pourrais vite régler ce problème, » dit l'homme. Évidemment, c'est encore lui. De qui d'autre pourrait-il s'agir si ce n'est Simon de Forturis ? D'une rapidité impressionnante, Éléonore se place devant moi et s'exclame d'un ton ferme. « Laisse-le tranquille, Simon. Tant qu'il est dans cette salle, il ne lui arrivera rien. » « Oh, je vois que tu t'es trouvé une alliée de taille, cousin, » me dit-il d'un regard glacial. « Prends garde, elle n'est pas très fidèle, » ajoute-t-il en tournant son regard meurtrier vers Éléonore. « Chut, il y a des gens qui travaillent ici, » dit une dame assise au fond de la bibliothèque. Simon de Forturis sort une petite bouteille d'eau-de-vie, boit une gorgée en nous fixant d'un air provocateur. « On se reverra, cousin », puis remballe sa sombre cape noire avant de quitter la salle. Éléonore, désemparée, me regarde et me dit d'un air gêné. « Je suis désolé, Antoine. C'est mon mari. » Remettant de l'ordre dans les étagères, même si je vous avoue que toutes les 5 minutes, mon regard se perd en direction des magnifiques yeux d'Éléonore, qui à leur tour se lèvent vers les miens avant de s'accompagner d'un sourire qui conclut nos interactions, un livre sur lequel ma main s'est posée au hasard finit par occuper toute ma curiosité. C'était ce fameux manuscrit, Les prémices de la table rase. Le faisant tomber sans faire exprès, par le contact avec le sol, je vois le livre s'ouvrir tout seul et peux y voir un extrait, si intriguant que je ne puis m'empêcher d'y jeter un œil. C'est levé dans les cieux la fulgurante colère qui recouvrit la surface de la terre. Du gouffre de l'ennui, un éclair avait jailli et du fond du cœur des hommes, un espoir a surgi. Celui de vivre libre, sans Dieu ni maître. Ses nobles compagnons ébranlèrent des montagnes pour un monde plus beau, brûlèrent des palais pour une autre destinée. Esclaves, Jacques, rebelles insoumis, tous défièrent l'autorité et prônèrent l'autonomie. Refusant le joug,
un statut d'opprimé qu'une élite blafarde leur imposait de fait. Nous sommes les héritiers du monde ouvrier, paysan, le monde des travailleurs sans qui les puissants n'auraient de pouvoir. Compagnons, la bravoure d'affronter jusqu'à la racine ce vice abominable, celui de voir un nombre infini d'hommes obéir à des tyrans, vous appelle. Oui, camarades, un monde de justice et de paix peut exister, contrairement à ce que l'on nous fait croire. Et nous, qui depuis la naissance du feu, de l'eau, de la terre et de l'air luttons sans cesse de tout le corps, nous qui n'avons que nos bras, nos pieds et nos mains pour fortune, nous qui ne pouvons guère abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse, devrons nous unir à tout prix pour faire à jamais tomber la tyrannie et triompher la justice sociale. Les prémices de la table rase, l'Acaria. Sur la page suivante, je peux y voir une gravure dont je reconnais le visage de l'homme qui est représenté. C'est Cornaline, le ménestrel de l'ordre, et dont la description mentionne le théâtre du Marcandus, c'est-à-dire l'actuel communard, en printemps 1236, un an avant la guerre. Cela fait très bizarre pour moi de voir ces illustrations. Les gens semblaient si heureux, insoucieux du sort qui allait les frapper et causer la ruine de leur quartier. En dessous, je peux remarquer la présence d'une partition, et je peux reconnaître un air que j'avais pu entendre à plusieurs reprises, chanté fièrement par Ednomus. Cela fait longtemps que je n'ai pas déchiffré de partition, mais cela devrait donner Do, Fa, La, Sol, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Sol, La, Si, La, Sol, La, Fa, La, Sol, Do, Fa. Sol, La, Si, Dieu, elle ne veut ni maître, elle ne veut ni Dieu ni maître. Ô toi, marquant du solitaire, ton drapeau noir flotte dans les airs. Il ne veut ni Dieu, il ne veut ni maître, il ne veut ni Dieu ni maître. Il ne veut ni Dieu, il ne veut ni maître, il ne veut ni Dieu ni maître. Au-delà des plaines embrumées, quand la vieille vigne poussait encore, qu'il faisait bon vivre dans tes chalets, ô ma terre que j'adore. Il ne veut ni Dieu, il ne veut ni maître, il ne veut ni Dieu ni maître. Ô toi, pays de mes ancêtres, malgré les occupants et les guerres, du haut de tes arbres, du fond de tes lacs, Marcandus, tu resteras. Il ne veut ni Dieu, il ne veut ni maître, il ne veut ni Dieu ni maître. Assis à la table du fond dans le réfectoire, je prends ma pause de midi. Voici le menu. Il y a dans mon assiette des sortes de fèves cuites au vin blanc et accompagnées d'échalotes. Cela manque de sel et le goût est terriblement fade. Heureusement que le petit verre de Kirk Cassis que je m'étais servi généreusement est là pour remonter le niveau. J'avais bien insisté pour qu'aucun morceau de viande ne s'incruste dans mon plat, auprès de la serveuse qui déplora la montée du publicanisme, le courant cathare du coin. Il n'en est rien, bien sûr. C'est juste que la viande d'ici est dégueulasse. Non seulement, mais que l'idée de me mettre sous la dent du foie de Yoel ou de la cervelle de l'Acaria, vous l'imaginez bien, ne me ravit pas plus que ça. Depuis la table voisine, une conversation entre trois individus finit par attirer mon attention. Visiblement, ce sont des villageois qui parlent d'actualité. Eh, tu sais ce qu'on dit dans le quartier? On raconte que des Templiers ont pris possession de l'église. Dit le premier homme. Si tu veux savoir mon avis, c'est encore un coup de la CTR, ça. Dit le deuxième. Quoi? La CTR? Non mais tu te fous de moi? Ils croient même pas en Dieu. Non, je t'assure, c'est bien des Templiers. Ils disent qu'on est des hérétiques. Ou peut-être qu'ils ont enfin compris que c'était la fin du monde. Du coup, ils se pointent ici, et leur plan, c'est de nous jarter. Comme ça, ils auront l'anarchonie pour eux tout seuls. Dit un troisième homme. Eh bien, dans ce cas, j'espère que la milice sera à la hauteur. La milice? Faudrait déjà qu'elle sorte un peu de la chambre noire. Les sacrifices, ça fait pas de la bonne pub pour l'auberge. Parce que tu crois en ces choses-là, toi? C'est des conneries, je te dis, c'est les Marcandus, ils t'ont foutu ça dans la tête, cher ami. La chambre noire, ça n'existe pas. Exactement. Ouais, bah n'empêche que depuis qu'on en parle, les miliciens, on n'en voit plus beaucoup. Oui, peut-être parce que c'est leur travail. Que dirait-on d'un milicien qui ne sait pas se tenir discret? Alors que je m'apprête à m'incruster dans cette conversation, je suis interrompu par le bruit d'Éléonore qui s'assoit en face de moi.
Je me permets, je n'aime pas dîner seul. me dit-elle. Ah, moi non plus. Lui dis-je. Mais il te manque la viande, je vais aller te chercher ça. Non, c'est pas la peine. Je sais pas ce que j'ai, mais la viande d'ici est la dernière chose que je voudrais voir dans mon assiette. Au fait, hier soir j'ai vu un homme qui te ressemblait beaucoup, et il m'a demandé de te remettre ça. Me dit-elle en posant un médaillon sur la table, en forme de coquille de Saint-Jacques. C'est un porte-bonheur chrétien? Me demande-t-elle d'un air curieux. En quelque sorte. Celui des pèlerins. Lui dis-je. On dit que tu viens de loin. J'imagine que tu as une famille, des amis, peut-être même une femme qui t'attend là-bas? Ajoute-t-elle en baissant le regard, l'air d'espérer que ce ne soit pas le cas. J'en avais, oui. Ils sont tous morts, et je n'ai rien pu faire. Je suis désolé. Ici, tout le monde croit que Clavius est son père. Je trouve ça absurde, parce que c'est moi, sa vraie fille. Dit-elle d'un air hautain mais naïf. Pourtant, hier, j'ai rencontré un homme qui m'assurait être le père de l'une des filles qui travaille à la Chambre Rouge. Il devait être sacrément vieux. Il n'y a que des gens âgés à la Chambre Rouge. Tout comme à la Chambre Jaune. Lui dis-je avant que l'on rit tous les deux de cette remarque. Éléonore, l'autre jour, quand je suis parti au communard voir Ednomus, tu m'as dit qu'il était faux. Pourquoi? Je ne vois pas de qui tu parles. Dit-elle d'un air confus. Si, un homme grand, les cheveux bleus et toujours avec une pipe à la main. Le visage d'Éléonore passe d'un air confus à un air inquiet. Tu parles bien de numéro 18? C'est ainsi que l'on le nommait dans le château. J'ignorais qu'il avait un prénom. Il travaillait à la Chambre Bleue, mais passait plus de temps en prison. Quand il s'est évadé, il a intégré un ordre avec lequel il a tenté d'assassiner Clavius. J'y étais. C'est impossible. Si, je t'assure, c'est pour ça que j'avais déserté la secte. Antoine, cette histoire s'est passée il y a 3 ans, et aucun membre de l'ordre n'a survécu. Alors, Ednomus est mort il y a 3 ans? Je suis désolé, Antoine. On a retrouvé son corps brûlé dans l'incendie. Ça y est, je commence à comprendre. Ce feu dans la forêt, les vitres cassées, cette ambiance macabre et les cadavres sur lesquels je déambulais lorsque je suis arrivé en Anarchonie il y a 3 ans. Il me semble avoir vécu un trouble du temps que je ne saurais expliquer, et suite auquel je retrouve la sensation fort identique au lendemain d'un breuvage où l'on aurait abusé de la boisson. Ce n'est donc point Ednomus que j'ai fréquenté durant tout ce temps. Était-ce son esprit? Soudain, mes pensées sont interrompues par la voix d'Éléonore qui revient. Tu vas pouvoir regagner ta place, Antoine, à la réception. Je me suis arrangé avec mon père. Je n'avais même pas remarqué qu'elle s'était absentée. Alors que je la vois débarrasser son plateau pour quitter le réfectoire, je me permets de lui poser une question. Éléonore, pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Elle se contente de me répondre par un sourire avant de se diriger vers la porte. À ce soir, Antoine, ajoute-t-elle après s'être arrêtée un court instant. Ainsi, je retrouve la chambre jaune. Que dire de plus, si ce n'est que la réception n'a pas changé. Les toiles d'araignée sont toujours aussi nombreuses, l'odeur de Saganis permanente, les vitres toujours aussi sales et les machines font un bruit infernal. J'observe depuis mon poste un groupe de prostituées qui se font crier dessus par Clavius. « Rhabillez-vous, bon sang! Ils arrivent bientôt! Vous croyez que c'est une tenue appropriée pour accueillir des enfants ?» Je dois dire que pour une fois, je suis d'accord avec lui. Car oui, les enfants du village ici vont à l'école, à l'église de Montcaillot. Alors bien sûr, j'ignore ce qu'ils étudient, bien que j'ai ma petite idée en tête. Sûrement un éloge à Clavius, écrit par Clavius lui-même pour endoctriner les enfants. Mais toujours est-il que depuis que les Templiers sont arrivés, les enfants ont dû partir pour rejoindre l'auberge. Cela me fait beaucoup de peine de voir cette église être maintenant utilisée à des fins de politique guerrière. Je n'y ai certes jamais posé le pied, mais jusqu'ici, je la voyais comme un lieu de paix. La maison de Dieu, entourée par l'enfer, certes, mais le dominant tout de même. Hier encore, elle abritait des enfants innocents. Aujourd'hui, elle n'abrite que des soldats qui s'entretuent. Et dans ma tête, je me demande tout bas, mais où est passé Dieu? Quand soudain une meute d'enfants surexcités débarque dans l'auberge, jouant avec les chaises, les assiettes et se cachant sous les tables. Décidément, ça promet pour le futur. Après être intervenu à coups de sifflet, profitant d'un silence inespéré, je présente l'auberge aux enfants. Mais j'avais oublié un détail important. Il faut bien présenter l'auberge, c'est-à-dire tel que Clavius le ferait. Alors ici, vous êtes à la Chambre Jaune, meilleur restaurant de Bourgogne, réputé pour la qualité unique de ses viandes,
ainsi que de ces boissons dont la légende raconte que l'immortalité s'offre à vous si vous en consommez. Hé, monsieur, on peut avoir de l'eau gazeuse à la menthe ? Dit l'un d'eux. Plus tard, numéro 3042. Oui, voilà, numéro 3042. Me dis-je en marmonnant dans ma barbe. Bon, à côté, vous avez la chambre rouge. Ici se trouvent tous les livres du monde, y compris ceux des auteurs les plus célèbres. Waouh! S'exclament les enfants. Oui, numéro 3042 ? Ça veut dire qu'on peut lire le roman de Renard ici? Oui, sans aucun doute. Pendant que je réponds, Éléonore me fait un signe discret me faisant comprendre que ce livre n'existe pas ici. Monsieur, j'ai une question. C'est vrai qu'en dessous, il y a une autre salle ? Me demande un autre enfant. Je reste paralysé quelques secondes, ne sachant pas quoi répondre à cette question. Qui t'a dit ça ? L'enfant s'apprêtant à répondre est interrompu par l'intervention d'Éléonore. Bien sûr que non, il n'y a absolument rien en dessous de ce sol, les enfants. Dit-elle avant de me regarder, l'air de dire « je m'en occupe ». C'est vrai ce qu'on dit ? Vous avez été à la chambre noire ? Me dit un client qui passait par là à une heure si peu fréquentée. Et je crois reconnaître l'un des 3 hommes qui à ma table voisine bavardait sur l'actualité. Que puis-je pour vous ? Un verre de Saganis ? Un pichet de vin au mur ? Lui dis-je en évitant la question. Non, je bois pas d'alcool. Un simple jus de mûre me suffira. Vous savez, j'ai connu Ednomus. Je ne vois pas de qui vous parlez. Je suis réceptionniste. Eh bien justement, puisque vous êtes le réceptionniste de ce château, permettez-moi de faire passer un message. À qui donc ? Clavius. Très bien, je vous écoute. Monsieur le Seigneur et représentant du fief d'Anarconie, nous, habitants du Marcandus, protestons contre la spéculation de nos terres par la secte. Vous n'êtes pas sans savoir que la culture intensive de la Saganis provoque le dérèglement climatique dont souffre notre pays. Le Sud en a marre de voir de la neige gagner du terrain chaque année. Le Sud en a assez des mauvaises récoltes. Le Sud en a assez de cultiver des terres de moins en moins cultivables. Le Sud en a assez de l'exode rural. Le Sud en a assez de la maladie qui a déjà décimé le quart de sa population. Le peuple du Marcandus a tranché et exige de vous l'abolition de la culture intensive de Saganis, une contribution de 150 livres afin de réparer les dommages de guerre, et pour finir, la libération du prisonnier Jean-François Marcandus. Sachez, Seigneur, que si vous refusez de vous plier à nos revendications, sans vouloir vous offenser, votre quartier pourrait connaître le même sort. Bien à vous. Et à quel nom dois-je signer cette lettre ? Lui dis-je. En un geste de la main près de son visage, il transforme sa grisâtre chevelure en une vive chevelure bleue turquoise, comme s'il faisait tomber un masque trop épuisant à garder sur le long terme. La nouvelle commune du Marcandus, dit-il fièrement avant de terminer son verre. Très bien. Je la lui remettrai en main propre. Parfait, camarade. Et attention, hein, la nouvelle commune du Marcandus, vous en entendrez parler. C'est moi qui vous le dis. Alors que je l'observe regagner sa diligence, je m'attarde sur un son inhabituel que je peux entendre venir de la chambre rouge. Un chœur d'enfants formant un cercle sur la scène et dont le chant ressemble étrangement à celui d'une messe noire. Ce concert est, ma foi, très mystérieux. Je m'assois derrière un public dont les gens, tous vêtus d'une tunique noire, portent des masques vénitiens. Entre les morceaux, personne n'applaudit, et de temps en temps, Clavius se positionnant au milieu marmonne des choses incompréhensibles. Je pense qu'il s'agit d'une prière, pour que le chouk accueille les enfants dans la secte. Autrement dit, c'est un dangereux pacte de sang signé avec Clavius. Cela m'inspire le dégoût. Comment peut-il oser profiter de la naïveté de ces petits ? Je les imagine déjà à l'abattoir, lorsqu'ils auront mon âge et qu'ils auront perdu toute identité et toute forme de liberté. Sur le toit du château fort, bien qu'il était défendu d'y pénétrer, nous nous laissâmes tenter par la belle vue du soir, et sans doute l'excitation de braver les interdits. C'est bien plus drôle à deux, comme on dit. Vous auriez vu la tête d'Éléonore ?
On aurait dit qu'elle découvrait un autre monde. Car d'ici, nous pouvions voir tout le village, et nous étions bien tranquilles. Il n'y avait qu'elle et moi. Que demander de plus ? C'est de là-bas que je viens. Derrière cette forêt se trouve ma maison. Dis-je à Éléonore en lui montrant du doigt l'est de l'Anarconie. Et je vais par là-bas. Lui dis-je en montrant cette fois le sud. Moi, ma mère vient de là-bas. Dit-elle en me montrant le nord, en direction de la cité des Cairns, où l'on peut apercevoir au loin un magnifique dolmen garder la forêt. Mais je suis née ici. Ajoute-t-elle. Comment s'appelle ta mère ? Je lui demande. Elle s'appelait Doménia. C'est une Voirlouve et autrefois, m'a-t-on dit, elle me ressemblait beaucoup. Ah, je vois. Tu ne l'as pas connue, c'est ça ? Non, en effet. Antoine, à quoi ressemblent les villages autour de l'Anarconie ? Eh bien, il y a des maisons à colombage, de grands jardins où habitent les pommiers. Il y a des fontaines, au milieu de grandes places où les gens aiment danser sur la musique des trouvères, tout en sirotant une bonne bière après le travail. Là-bas, il y a des gens qui deviennent bons amis, des couples qui se forment. Il y a de jolies dames, mais pas aussi belles qu'ici. Lui dis-je en tournant mon regard vers elle. Ici aussi, il y a des hommes charmants, mais pas aussi beaux que ceux qui viennent de là-bas. Dit-elle en pointant son doigt vers l'est, puis vers le sud, en ajoutant. Et qui vont là-bas. Je sens dans son regard que mon voyage l'intrigue, comme si j'étais le premier voyageur qu'elle croisait dans sa vie. Et si dans ses yeux de pétillantes étoiles commencent à apparaître lorsqu'elle contemple la vue, c'est en vérité le paysage qui devient magnifique à travers son reflet. Et que dire du mien ? Il est encore plus beau dans ses yeux que dans mon miroir. Je prends le temps d'allumer la pipe qu'Ednomus m'avait offert et que j'avais précieusement gardée dans ma poche durant tout ce temps. Pendant que je savoure cette douce fumée aux arômes de lavande, Éléonore se met à chantonner une douce mélodie du coin. J'ai l'impression que chaque note qu'elle fait me fait tomber de plus en plus amoureux d'elle. Ah, ma douce Éléonore, comment pourrais-je me passer de toi désormais ? Lorsque je devrais reprendre mon pèlerinage, comment pourrais-je vivre sans ta bienveillance, ta musique, ta bonne humeur, ton odeur et tes petites attentions ? Profitant de ce moment paisible, je pose délicatement ma main sur la sienne, ce qui semble ne pas lui déplaire. Cela fait bien 3 ans que je suis ici, et en l'espace d'une balade, Éléonore m'avait pour la première fois fait aimer l'Anarconie, ses forêts ainsi que son architecture. Par le choux, le soleil se couche, la nuit va tomber, il faut rentrer à l'auberge. Dit-elle d'un air paniqué. Ah bah non, c'est dommage. Le ciel sera bien étoilé ce soir. Lui dis-je d'un air déçu. On peut aller chez moi si tu veux. À vrai dire, je n'imaginais pas la chambre d'Éléonore aussi grande. Du haut de sa tour, je peux observer l'immensité du château. L'intérieur est riche de décorations et je peux y observer une collection de statuettes posées sur les étagères, des masques vénitiens accrochés au mur, un lustre au plafond éclairant un carrelage de marbre où se trouve la vielle qu'elle aime tant faire sonner la nuit. Ça m'occupe, dit-elle, puisque je ne dors pas la nuit. Et dis-moi, quel est ton troubadour préféré ? Je lui demande. C'est une question difficile. Laisse-moi réfléchir. Ah, je sais. La comtesse de Dia. C'est une troubadouresse, s'exclame-t-elle. Tout excitée à l'idée de me partager son art, elle attrape sa vielle et se met à chanter l'une de ses chansons. Alors que nous partagions un délicieux repas devant la vue sur les étoiles, Éléonore prend une voix déstabilisée. Je dois t'avouer quelque chose, Antoine. C'est moi qui t'ai dénoncé à Simon, qui t'a dénoncé à Clavius. Mais pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. Me dit-elle avant d'ouvrir une porte qui mène à une autre chambre. Dans cette pièce,
dort paisiblement un enfant d'environ 2 ans dans son lit. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Tu ne m'avais pas laissé l'occasion de te le présenter jusqu'à maintenant. Voici Yannick, mon fils. Enfin, notre fils. Quoi? Mais comment as-tu pu me cacher une chose pareille? Tu ne m'as pas laissé le choix, Antoine. Mais mieux vaut tard que jamais. Clavius n'est pas au courant de son existence, et je ne veux pas qu'il nous le prenne. Je suis paralysé devant cette information et complètement abasourdi. Ne disant rien, Éléonore continue son monologue. Je ne serai plus là demain. Je dois rejoindre mon mari à Forturis, et je veux que cet enfant ait un père. Je t'en supplie, ne l'abandonne pas. Tu n'as pas le droit de me faire ça, Éléonore. Je ne veux plus te voir. Disparais! Disparais de ma vie! Lui dis-je sans mesurer mes mots sous la colère et claquant la porte pour rejoindre ma chambre.